Donc, nous allons dans ce cours introduire l'analyse numérique. Les sujets que nous allons aborder sont tout d'abord une petite introduction qui va nous montrer quelle est l'approche analyse numérique dans la résolution de problèmes mathématiques, à quoi il s'intéresse, comment donc elle opère, et puis certaines caractéristiques qui la distinguent de ce qu'on appelle d'une manière générale mathématiques fondamentales, mathématiques pures, mathématiques théoriques. Nous allons à la suite de ça commencer par présenter les méthodes les plus utilisées, les élémentaires, qui sont la résolution, les méthodes de résolution des équations numériques. C'est-à-dire, nous allons essayer de présenter des méthodes qui nous permettront de résoudre l'équation f de x égale à 0, ce qui revient à chercher la racine d'une fonction numérique. Nous allons, bien sûr, pour commencer, pour simplifier, pour introduire les étudiants dans ces notions, commencer par chercher la racine de fonction de R dans R, donc à une variable réelle et à valeur aussi réelle. Après, nous allons présenter des méthodes qui nous permettront d'approcher des fonctions par des polynômes. On va commencer par voir comment on peut interpoler une fonction en un certain nombre de points. À la suite de ça, nous allons donc introduire des méthodes qui nous permettront d'intégrer une fonction sur un intervalle AB, toujours en utilisant des méthodes numériques. Nous allons aussi montrer des techniques et des méthodes qui nous permettent de calculer la dérivée ou bien d'évaluer la dérivée d'une fonction en un point donné. Après, à la fin de ce cours, nous allons introduire des méthodes d'intégration d'équations différentielles, disons ordinaires, donc des équations différentielles dont nous connaissons la valeur. Donc nous avons une fonction f et nous allons essayer de résoudre l'équation y' égale à f de xy, sachant qu'on connaît y de a et on va essayer de déterminer y de b. Donc la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la résolution des équations numériques. Donc c'est trouver la racine d'une fonction f sur un intervalle donné AB ou sur R tout entier. Pour cela, nous allons présenter un certain nombre de méthodes. La première, ça va être la méthode de dichotomie, après la méthode de Newton, puis la méthode de la séquente, puis la méthode de la bisection, la méthode de substitution, et puis nous allons aborder un certain nombre d'applications de ces différentes méthodes. Comme introduction à ce problème, c'est-à-dire la résolution de l'équation numérique f de x égale à 0, ce qui revient, comme on vient de le dire, à chercher la racine d'une fonction, bien le zéro d'une fonction à variable réelle et à valeur dans R, beaucoup d'approches ont été proposées, mais l'essentiel et le plus important dans ces approches, c'est de pouvoir, avant d'utiliser une méthode donnée, avoir une idée du voisinage ou bien d'un intervalle dans lequel on a la racine ou bien il est probable de trouver une racine. Pour ça, on parle de méthodes qui encadrent la racine et d'autres méthodes qui n'encadrent pas la racine. Nous allons voir un petit peu ça à travers les méthodes que nous allons présenter. Donc la recherche de racine d'une fonction est importante dans les mathématiques appliquées, dans les métiers d'ingénieur, parce que beaucoup de problèmes concrets que l'on rencontre dans l'ingénierie se ramènent à trouver les racines d'une fonction. Il suffit de rappeler que si on cherche l'optimum d'un système donné, un état optimal, nous savons que cet état optimal est caractérisé par une dérivée nulle, pour simplifier. C'est-à-dire que, si vous prenez une fonction quelconque, les optimums, c'est-à-dire les maximums, les minimums de la fonction vérifient
f de x, le x optimal, égale à 0. La dérivée s'annule au maximum et au minimum de fonctions qui sont bien sûr suffisamment dérivables. Tout au long du cours, quand on utilise la dérivée, implicitement, on suppose que la fonction est dérivable. On ne va pas le préciser à chaque fois, mais vous devez le prendre en compte. Donc, le problème de recherche de racine d'une fonction est un problème récurrent qu'on retrouve dans beaucoup de problèmes d'ingénierie. Et donc, quelqu'un qui veut appliquer les mathématiques à des domaines d'ingénierie, de recherche de solutions à des problèmes concrets, sera amené très souvent à chercher à résoudre ce genre d'équations. Parfois aussi, nous voulons comparer deux fonctions. Donc, voir à quel moment nous avons f de x égale à g de x. Donc, ça se ramène aussi à trouver la racine d'une troisième fonction h de x qui est égale à f de x moins g de x. Donc, la recherche d'une racine d'une fonction, ou bien la recherche d'un point où deux fonctions coïncident, c'est plus ou moins la même chose. Parmi les exemples qu'on peut présenter où on a à rechercher la racine d'une fonction, on peut trouver des fonctions simples du style 2x plus 5 égale à 0, dont on connaît la racine, la solution, moins 5 sur 2, ou alors x plus 1 égale à 0, moins x égale à moins 1, ou même les équations du genre ax carré plus bx plus c égale à 0, dont on peut, en calculant le discriminant, voir si c'est positif et donc donner les deux racines possibles, ou la racine double, ou dire tout simplement, si le discriminant est négatif, qu'il n'y a pas de solution. Dans ce genre de situation, la recherche de la racine est simple. Nous utilisons une méthode directe, on dit analytique, c'est-à-dire ici on n'utilise pas de l'analyse numérique, on fait des démonstrations, des méthodes qui nous permettent, directes, qui nous donnent la racine exacte. Mais dans la réalité, dans les problèmes concrets que l'on rencontre en ingénierie, dans des domaines d'application des mathématiques, la fonction f pour laquelle nous voulons trouver une racine est très complexe, très compliquée. Dans la réalité, même le x n'est pas réel. Et le f de x, souvent, n'est pas dans R. Dans de telles situations, il est très difficile de trouver des méthodes directes qui nous donnent la racine. Donc, il faudrait procéder autrement. Il faudrait proposer des techniques qui nous donnent donc la racine et qui ne sont pas, comme j'ai dit, directes. Et nous allons voir bien sûr ce type de méthode. On peut bien sûr proposer des exemples mathématiques. Il suffit par exemple de prendre f de x égale à sinus de x plus x exponentielle de moins x ou de x, pour voir que déjà, pour ce problème simple, qui est un problème mathématique, il n'est pas facile de trouver directement la racine de f. Plus difficile encore, des situations d'ingénierie ou d'application des mathématiques dans lesquelles on n'a même pas l'expression de f. F, bien sûr, c'est une fonction d'un certain nombre de variables ou d'une variable, mais on n'a pas l'expression de f. Il est très compliqué de trouver la valeur de f. Si on se donne un point x, je peux calculer f de x, mais la fonction ne s'écrit pas dans une expression mathématique que je peux exploiter, dont je peux chercher la racine d'une manière facile. Donc tout ça justifie l'utilisation de certaines méthodes numériques pour la recherche de la racine. Même si on dispose de méthodes analytiques, comme le cas suivant, ax moins b égale à 0, en supposant que x appartient à Rn, b appartient à Rn, pour n élevé. Bien sûr, les mathématiques nous permettent d'écrire que la racine x de cette équation est tout simplement a-1 b, mais le calcul de a-1 est très coûteux.
en termes de nombre d'opérations, parce que le nombre d'opérations nécessaire au calcul de l'inverse d'une matrice est très élevé lorsque n est grand. Donc, il n'est pas souhaitable de calculer la racine de ax moins b en utilisant l'inverse de la matrice A. Là encore, il faut recourir à des méthodes d'analyse numérique. Donc, tout cela juste pour dire que le calcul de la recherche de racines ne peut pas toujours être donné par des expressions directes mathématiques et qu'il faut recourir à l'analyse numérique pour trouver donc ces racines. Donc en gros, on utilise les méthodes numériques pour la recherche de racines d'une fonction, soit parce qu'on ne peut pas utiliser une méthode directe, soit parce qu'on peut utiliser une méthode directe, mais la méthode directe est très coûteuse. Donc, dans la pratique, pour une entreprise, une société industrielle qui veut, par exemple, modéliser un produit et chercher la racine parce que ça correspond à une solution de fabrication, quelque chose donc de ce genre, pour elle, ce n'est pas utile de recourir à des méthodes très coûteuses qui consomment beaucoup de temps pour donner la racine. Donc, finalement, nous allons utiliser des méthodes numériques pour trouver la racine d'une fonction. Et les méthodes numériques ne nous donnent pas la racine analytique, la racine exacte. Si vous avez 2x plus 1 égale à 0, vous savez que la racine c'est moins 1,5, c'est moins 0,5, vous avez la racine. Vous avez la racine qu'on va appeler par la suite la racine exacte, la racine analytique. L'analyse numérique nous donne souvent des valeurs approchées de la racine, nous donne des valeurs, une estimation de la racine, nous donne des valeurs avec une petite erreur de la racine. Et l'analyse numérique est intéressante parce que justement, elle nous donne des estimations de la racine, avec bien sûr des erreurs, mais plus intéressant encore, elle nous donne ces estimations avec la possibilité de contrôler l'erreur. Donc avec la possibilité de satisfaire la précision que l'on souhaite avoir par rapport donc à la valeur analytique. Donc, comme nous allons le voir très souvent et comme c'est expliqué dans l'introduction, l'analyse numérique nous permet de trouver des valeurs approchées, mais les valeurs approchées sont largement suffisantes dans les domaines d'application. On n'est pas obligé d'avoir des solutions exactes dans la plupart des situations concrètes où l'on a à déterminer la racine d'une fonction f. Parmi donc les méthodes qui nous donnent la racine d'une fonction f, nous allons présenter la méthode donc de dichotomie de la séquente de substitution de Newton. Ces méthodes sont toutes des méthodes itératives. En analyse numérique, les solutions que nous recherchons souvent sont obtenues à la suite d'un certain nombre d'itérations. Ça veut dire que, en général, comme j'ai dit au début, quand je cherche la racine d'une fonction f, je suis supposé comprendre le phénomène, c'est-à-dire la fonction f, la comprendre. Je la comprends, je comprends comment f, comment elle est, comment elle évolue, comment elle se comporte. Et donc, j'ai une idée du voisinage, donc une idée plus ou moins précise du voisinage où se trouve la racine. Bien sûr, l'analyse numérique ne va pas se substituer à mon expertise, à ma connaissance mathématique. Elle complète, elle précise. Donc en général, j'ai une fonction f de x, je fais ma petite étude en utilisant les outils mathématiques dont je dispose, et cette petite analyse que je fais va me permettre de dire dans ce tel voisinage, dans ce tel intervalle, je peux trouver la racine. Donc, soit j'encadre la racine, je dis la racine va se trouver sur l'intervalle moins 1, 1, ou bien la racine va se trouver dans un intervalle AB, disons, quelconque. Ou alors, elle va me permettre de dire que la racine n'est pas loin de 0,5, ou bien la racine n'est pas loin de 1,5.
Donc l'analyse numérique part de l'étape d'analyse, de réflexion, de recherche un peu théorique, avec l'expertise dont je dispose en mathématiques. Elle part de ce point et améliore pour me donner une solution beaucoup plus précise que j'ai prévue au départ. Et c'est dans cet esprit qu'il faut comprendre l'analyse numérique d'une manière générale et les mathématiques appliquées d'une manière générale. Il sera utilisé, les mathématiques appliquées seront utilisées pour améliorer une estimation de la racine ou bien de la solution à un problème donné et pour préciser encore davantage, tout en me permettant de connaître un petit plus ou moins l'erreur commise et de préciser ma solution, ma première estimation. Donc nous allons commencer par la première des méthodes, c'est une méthode finalement très facile, très facile à programmer, très facile aussi à utiliser et à comprendre, c'est la méthode de dichotomie. Donc la méthode de dichotomie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, voilà, vous avez une fonction f de x, de R dans R, vous voulez trouver la racine, c'est-à-dire le x étoile tel que f de x étoile égale à 0. X étoile, donc dans ce cas, est appelé la racine ou bien la solution analytique. Mais parce qu'on ne peut pas obtenir d'une manière directe x étoile, nous allons procéder différemment. Nous allons utiliser donc la méthode de dichotomie pour trouver une valeur proche de x étoile. Je ne peux pas trouver x étoile, mais je vais essayer avec la méthode de dichotomie de trouver une racine, pas une racine, excusez-moi, mais un nombre, une valeur x qui soit le plus proche possible de x étoile. Possible entre parenthèses, parce que le plus proche possible, mais il ne faut pas qu'il soit coûteuse, parce que, comme j'ai dit, la méthode de dichotomie, et comme la plupart des autres méthodes, seront des méthodes itératives. Donc je vais répéter un certain nombre d'opérations. Je ne dois pas les répéter à l'infini. Donc je vais, avec la méthode de dichotomie, pouvoir trouver une valeur proche de la racine, mais en utilisant un minimum de répétition, d'itération. Donc la méthode de dichotomie, en partant d'un intervalle AB, calcule f de A et f de B. Elle s'applique lorsque f de A fois f de B est strictement négatif et f continue. Dans ce cas, le théorème des valeurs intermédiaires nous assure de l'existence dans l'intervalle AB d'une racine analytique x étoile. Donc f de x étoile sera égal à 0. La méthode de dichotomie va essayer de se rapprocher de ce x étoile, dont on ignore bien sûr la position dans l'intervalle AB, parce que le théorème des valeurs intermédiaires nous dit qu'il existe une racine de f dans l'intervalle AB, mais ne nous dit pas comment pouvoir la calculer. Ce que nous allons faire est le suivant. Nous allons prendre le milieu que nous allons au départ noter x0 parce qu'il va s'agir de la première estimation de la racine, et nous allons étudier le signe de x0. Si f de A fois f de x0 est strictement négatif, comme f est continu sur l'intervalle AB, elle reste continue sur l'intervalle AX0, et donc on est assuré, toujours en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, que la fonction f admet une racine sur l'intervalle AX0. Au départ, nous allons, puisque nous allons utiliser des itérations, nous allons noter A0 égale à A, B0 égale à B, et si on est dans cette situation, nous allons reconsidérer un autre intervalle. Il va s'agir de l'intervalle AX0 que nous allons noter A1, B1.
Et nous allons refaire exactement la même chose. Pourquoi? Parce que nous sommes sûrs que f de A1 fois f de B1 est strictement négatif et f continue sur l'intervalle AB. Toute la question donc est de encore refaire la même chose pour trouver le x étoile qui normalement se trouve dans l'intervalle A1, B1. Bien sûr, dans l'autre situation, si f de x fois f de x0 fois f de b est strictement négatif, ce qui voudrait dire que f de a fois f de x0 est strictement positif, nous allons travailler sur l'intervalle x0b. Et dans ce cas, c'est le x0 qui sera égal à 1 et b ou b0 sera égal à b1. Mais de toute manière, ce qui se passe, c'est que nous passons de l'intervalle AB ou A0, B0 à un intervalle de taille plus petite, A1, B1. Nous savons que la taille B1 moins A1, elle est égale à B0 moins A0 sur 2. La taille est divisée par 2. La taille de l'intervalle A1, B1 est la moitié de la taille de l'intervalle A0, B0. Tout cela peut être résumé dans le tableau suivant. Donc pour résumer, la méthode de dichotomie peut être synthétisée dans un tableau. N désignera l'itération. Le AN, c'est la première extrémité de l'intervalle considéré à l'itération N. BN, donc c'est la deuxième extrémité. XN, c'est le milieu qui à chaque fois désigne l'estimation de la racine de la fonction f. Et puis f de AN, l'image de AN, f de BN, f de CN, et puis epsilon n. Epsilon n va désigner l'erreur à l'itération n. À l'itération 0, A0 sera égal à A, donc parce qu'on part d'un intervalle AB. BN, B0 sera égal à B. XN, c'est A plus B sur 2 qui est aussi égal à A0 plus B0 sur 2, le milieu de l'intervalle. Et puis, bien sûr, f de AN, f de BN, f de CN. Epsilon n, c'est l'erreur que nous commettons. Pour l'évaluer, nous allons donc expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc nous avons A0, nous avons B0, et nous choisissons la première approximation de la racine, qui est égale à x0, x0 étant A0 plus B0 sur 2. Nous savons que la racine x étoile se trouve quelque part ici. Elle est quelque part ici dans cet intervalle. Mais quel que soit l'endroit de la racine x étoile, nous savons que x étoile moins x0 en valeur absolue ne peut pas dépasser, elle est strictement inférieure à B0 moins A0 sur 2. Parce que la racine, elle est quelque part ici. Et la distance entre x0 et la racine, au maximum, sera égale à cette distance, qui est aussi égale à l'autre. Donc la distance entre x0 et a0, qui est aussi égale à la distance entre x0 et b0. Donc l'erreur maximale possible pour la racine, pour x0 comme approximation de la racine x étoile, l'erreur maximale, elle est égale à b0 moins a0 sur 2. Donc, epsilon n, c'est b0 moins a0 sur 2. Ce que nous avons gagné à travers cette petite opération,
c'est que nous avons parti d'un intervalle AB et nous nous trouvons maintenant dans un intervalle AC dont la taille est égale à la moitié de la taille AB, de l'intervalle AB. Si nous répétons la même chose, la même opération, à chaque itération, à chaque répétition de ces opérations, nous réduisons la taille de l'intervalle de moitié. Et nous savons que si vous avez un intervalle AB, à chaque fois vous le divisez en deux, à la limite, la taille de l'intervalle va tendre vers 0 et donc vous aurez, à l'infini, vous aurez la racine qui va se trouver dans un intervalle de plus en plus petit. Donc la méthode de dichotomie, finalement, si je veux la présenter, elle effectue un certain nombre d'itérations. Donc à chaque étape, elle prend un intervalle qu'on va noter A0, B0 au départ, à l'itération 0. Elle prend le milieu. L'intervalle A0, B0 vérifie f de A0 fois f de B0 strictement négatif. Je prends le C0 qui est le milieu de cet intervalle. Je vérifie est-ce que f de A0 fois f de C0 est strictement négatif. Si c'est oui, je garde l'intervalle A0, C0 et je vais l'appeler A1, B1. Donc à l'itération suivante, je vais travailler sur l'intervalle A1, B1, sachant que la taille de l'intervalle a été divisée par 2. Et à partir de l'intervalle A1, B1, je passe à un intervalle A2, B2, et encore une fois, la taille va être divisée par 2, et ainsi de suite. Quand la taille de l'intervalle AN, BN est suffisamment petite veut dire que BN moins AN est petit. En général, dans les méthodes numériques, et en particulier dans la méthode de dichotomie, quand je cherche une racine d'une fonction, je dois satisfaire une certaine précision. La précision, elle m'est imposée en tant que numéricien. C'est le monsieur pour qui, ou bien l'entreprise, ou l'organisation, l'organisme pour qui je suis en train d'effectuer ce travail. Je cherche la racine. C'est lui qui va me demander la précision à satisfaire. Si par exemple on me demande une précision de 10 à la puissance moins 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois leur donner une racine x de la fonction f telle que la valeur absolue de x étoile moins x soit plus petit que 10 à la puissance moins 3. Donc la méthode de dichotomie part d'un intervalle AB et puis continue, à chaque fois, elle prend la moitié de l'intervalle pour effectuer sa recherche et il va s'arrêter lorsque le xn que nous recherchons vérifie la chose suivante. Ça veut dire que x étoile moins xn en valeur absolue soit plus petit que epsilon. Ce qui peut aussi s'écrire que le xn appartient à l'intervalle x étoile moins epsilon, x étoile plus epsilon. Donc epsilon, c'est la précision demandée. Ça peut être égal à 10 à la puissance moins 2, 10 à la puissance moins 3, 10 à la puissance moins 5. Ça dépend bien sûr du problème traité, ça dépend de l'exigence qui sont demandées dans le calcul de la racine approchée. Donc, chercher la racine approchée de x étoile va s'arrêter lorsque je considère que j'ai satisfait la précision demandée. Mais nous savons que l'erreur, à chaque fois, est estimée de la manière suivante. X étoile moins le xn, nous savons qu'il est toujours inférieur ou égal à bn moins an sur 2, qui est égal à b
moins a sur 2 à la puissance n plus 1. Donc, pour dire que la méthode de dichotomie nous a donné la solution recherchée avec la précision souhaitée, il faut être sûr que ceci soit plus petit que la précision demandée. Et on remarque bien sûr que la condition d'arrêt des itérations qui est le fait que la racine recherchée satisfait la précision demandée, qui est b-a sur 2 à la puissance n plus 1 plus petit que epsilon, ne dépend pas de la fonction f, comme on vient de le dire. En regardant cette expression, on se rend compte que je peux trouver le n en fonction bien sûr de a et b, donc de la taille de l'intervalle dans lequel je suis en train de rechercher la racine et de la précision demandée. La formule donc est la suivante, qu'on peut donc facilement démontrer. D'une part que log 2 de b-a sur epsilon est plus petit que n plus 1, ce qui s'écrit que n, tout simplement, est égal à E, parce que je cherche le plus petit entier naturel qui vérifie ça. Donc le plus petit entier naturel qui vérifie ça, c'est tout simplement la partie entière de log 2 de b moins a sur epsilon. Donc, si vous avez un intervalle AB, et si vous recherchez la racine de f, x étoile, tel que f de x étoile égale à 0, vous cherchez une valeur approchée de cette racine parce que vous considérez que vous ne pouvez pas obtenir la racine analytique, la racine exacte. Et si vous souhaitez utiliser la méthode de dichotomie, vous pouvez, dès le départ, pour satisfaire la précision epsilon, connaître ou calculer le n qui désigne le nombre des itérations que vous allez utiliser. Le n, c'est ça. Il est donné par cette formule, n égale à partie entière de log 2 de b moins a sur epsilon. En particulier, la méthode de dichotomie me permet de savoir à quel moment j'arrête l'évolution, les itérations. Donc je vais arrêter les itérations lorsque bn moins an sur 2 est plus petit que la précision demandée. Que epsilon, si je suppose que epsilon est la précision demandée. Ce qui est intéressant avec la méthode de dichotomie, c'est que je peux à l'avance connaître à quel moment bn moins an sur 2 à la puissance n est plus petit que epsilon. Et on remarque que la condition bn moins an sur 2 plus petit que epsilon, qui se ramène à b moins a sur 2 à la puissance n plus 1 plus petit que epsilon, qui me donne la condition d'arrêt de mes répétitions, de mes itérations, il est intéressant de voir qu'elle ne dépend pas de la fonction f. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Le fait que, quelle que soit la fonction utilisée, quand je cherche la racine de cette fonction, le nombre de fois où je vais répéter, où je vais utiliser la méthode de dichotomie, ne dépend pas de la fonction. Donc, le nombre de fois, le n, le nombre de fois que je vais répéter la méthode de dichotomie, il est égal à la partie entière de logarithme 2 de b moins a sur epsilon. J'ai dit que, et on le voit d'ailleurs dans la formule, que le n ne dépend pas de la fonction f. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction f soit compliquée, qu'elle soit simple, nous allons répéter les itérations de la méthode de dichotomie le même nombre de fois.
La réponse est que ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'une méthode numérique doit a priori être suffisamment adaptative, elle doit comprendre le comportement de la fonction f pour adapter le nombre des itérations, le nombre de répétitions aux difficultés qu'elle rencontre dans l'expression de la fonction f. En mathématiques, on dit qu'il faut que ce soit adapté aux non-linéarités de la fonction f. C'est-à-dire, si je donne à la méthode de dichotomie, imaginez, si je donne à la méthode de dichotomie, par exemple, la fonction f de x égale à x plus 1 égale à 0, il va utiliser le même nombre d'itérations que si je lui donne la fonction f de x égale à x exponentielle x plus 1 divisé par 10 par 20, donc une expression compliquée égale à 0. Bien sûr, en supposant que la racine va se trouver sur un intervalle, sur l'intervalle par exemple 0, 1, ou moins 1, 1, ou moins 10, 10. C'est-à-dire, si on fixe le même intervalle et je donne deux fonctions différentes, une compliquée et l'autre facile, la méthode de dichotomie va effectuer le même nombre d'opérations pour me donner la racine avec la même précision. Le problème avec la méthode de dichotomie, c'est qu'elle ne tient pas compte de f, de la fonction f. Et vous vous rappelez ce qu'on a dit? On a dit que la méthode de dichotomie, elle prend un intervalle AB dans lequel f de A fois f de B est strictement négatif et elle divise l'intervalle et elle va au milieu pour continuer donc à encadrer la racine. Donc, j'ai f de A et j'ai f de B, mais je n'utilise pas f de A et f de B, j'utilise uniquement le signe de f de A et le signe de f de B pour décider qu'il y a une racine. Et après, quand je prends C, je calcule f de C, mais je n'utilise pas la valeur de f de C, j'utilise uniquement le signe de f de C et je le compare au signe de f de A pour décider est-ce que la racine se trouve dans AC, et je compare f de C à f de A à f de B, mais uniquement le signe, pour décider sinon que la racine se trouve dans CB, dans l'intervalle CB. Donc je calcule f, mais je n'utilise pas la valeur de f, je ne l'utilise pas, j'utilise uniquement le signe. Ça veut dire que la méthode de dichotomie, elle fait un effort, elle calcule f, et dans les cas réels, dans la pratique, dans les domaines d'ingénierie, f est quelque chose de très coûteux. F est une fonction très compliquée, très complexe. Et donc, quand je calcule f, c'est un effort énorme que je fournis. Et ce qui est malheureux avec la méthode de dichotomie, c'est que au lieu d'utiliser f de A, au lieu d'utiliser f de B, au lieu d'utiliser f de C, elle utilise uniquement le signe et elle jette tout l'effort qu'elle a effectué pour obtenir la valeur de C, donc de f en ces points. Donc il est un petit peu normal que la méthode ne soit pas suffisamment intelligente pour exploiter l'information dont elle dispose. Donc finalement, la méthode de dichotomie, elle s'utilise parfois pour trouver un intervalle réduit où se trouve la racine, mais elle n'est pas intéressante à utiliser pour continuer jusqu'à trouver la valeur approchée de la racine. Elle peut nous permettre de mieux encadrer la racine, mais il est souhaitable d'utiliser d'autres méthodes pour la recherche réelle et la recherche de la racine. Elle a quand même un avantage, le fait qu'elle n'est pas intelligente justement et qu'elle ne prend pas en compte l'expression de f, elle a un avantage, c'est qu'elle converge tout le temps. Donc la méthode de dichotomie, parce qu'elle utilise un nombre ou bien une quantité minimale d'informations sur la fonction f, la méthode de dichotomie converge tout le temps. Elle est faite pour converger à chaque fois, parce que, comme on a dit, l'erreur c'est bn-a sur 2 à la puissance n, b-a sur 2 à la puissance n plus 1. Nous savons que b-a sur 2 à la puissance n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0, et donc je peux réaliser toute précision que qui peut m'être demandée en utilisant la méthode de dichotomie. Donc nous pouvons bien sûr proposer, ou nous vous proposons un programme en langage C qui permet donc d'utiliser et d'implémenter la méthode de dichotomie. Comme vous savez, toutes les méthodes numériques sont censées utiliser un ordinateur et des programmes.
Parce que l'analyse numérique, ça permet, comme on l'a déjà dit, d'améliorer une première estimation de la solution en recourant, bien sûr, à des programmes informatiques. Et donc, bien sûr, les méthodes de dichotomie doivent nous permettre d'écrire des algorithmes qui nous donnent les solutions. Donc, toutes les méthodes numériques sont utilisées, donc peuvent être implémentées sous forme de programmes informatiques qui permettent de donner des solutions approchées à des problèmes qui sont modélisés mathématiquement. Bien sûr, nous pouvons donner beaucoup d'exemples qui utilisent la méthode de dichotomie et il est très facile à, comme j'ai dit, à implémenter. Il est très facile à comprendre aussi et à voir comment il évolue, comment la solution évolue au fur et à mesure que l'on fasse des itérations. Quand j'ai un intervalle A, B, dans la méthode de dichotomie, la première estimation de la solution, ça va être le milieu de l'intervalle AB. Donc le x0, c'est-à-dire la racine approchée initiale que nous allons considérer, c'est le milieu de l'intervalle AB. Et puis, quand je choisis par exemple AC, que je vais appeler A1, B1, parce que f de A1 fois f de B1 est strictement négatif, si c'est le cas, donc A1, B1, la deuxième racine qui est x1, c'est le milieu de l'intervalle A1, B1 et ainsi de suite. Quand j'ai l'intervalle A1, BN, l'estimation de la racine, ça va être le xn qui est égal à AN plus BN sur 2, le milieu de l'intervalle AN, BN. Donc la méthode de dichotomie, à chaque itération, il me propose une racine approchée, une valeur approchée de la racine de f. Bien sûr, le f de xn, en général, ne va pas être égal à 0 parce que c'est une racine approchée. Et même lorsque je converge, converger veut dire lorsque j'arrive à la situation où xn moins x étoile étant la racine analytique, est plus petite strictement plus petite que la précision demandée, que 10 à puissance moins 3 par exemple, ou 10 puissance moins 2. Ça dépend de ce qui m'est demandé. Même quand j'ai la racine, rien ne me garantit que f de la racine approchée de xn, que j'ai prise comme étant la racine approchée, rien ne me garantit que ceci soit égal à 0, parce que c'est une racine approchée, donc ce n'est pas la racine analytique. Mais je suppose que l'erreur commise est acceptable dans les cas dans lesquels j'ai besoin de la racine. Voilà.